La photographie s'est matérialisée dans leur dossier Google Drive partagé à 23h47, un mardi. Ray Talcott était plongé dans l'examen des données relatives au schéma de circulation lorsque la notification est apparue sur l'écran de son ordinateur portable, nouveau fichier téléchargé, bichefin 23.jpg. Il a cliqué dessus sans hésiter. Sa femme, Marla, lui souriait, rayonnante, depuis un jacuzzi, ses bras enlacés autour d'un homme arborant des cheveux poivre et sel et d'extravagantes lunettes de soleil. La main de l'homme reposait avec insolence sur sa cuisse dénudée. En arrière-plan, Lydia Kent levait une flûte de champagne, riant de quelque chose hors du champ de la caméra. Ray a fixé son regard sur l'écran pendant 43 secondes précisément. Il était conscient de cette durée car le rapport de synchronisation des feux de circulation continuait de fonctionner en arrière-plan, décomptant méticuleusement en incréments numériques soignés, 43 secondes de son mariage se dissolvant en simples pixels. Par la suite, il a fermé l'ordinateur portable et s'est mis à préparer du café. Il avait des responsabilités à assumer. 3 semaines auparavant, Ray était en train de remplacer un contrôleur de feu grillé sur State Street lorsque Marla l'avait appelé au sujet de vacances. L'intersection vibrait autour de lui, les véhicules défilant à toute allure, les piétons scrutant leurs appareils cellulaires au passage clouté, le rythme familier du flux urbain qu'il orchestrait depuis 8 ans. Lydia a découvert ce complexe incroyable à Tulum, a crépité la voix de Marla dans son oreillette Bluetooth. Viré entre filles. J'ai déjà fait la réservation. Ray a ajusté son casque de chantier et a sorti une autre carte de circuit imprimée de sa boîte à outils. Quel est le coût? Ne t'en soucie pas. J'ai utilisé le compte d'épargne. Le compte d'épargne? Leur réserve d'urgence. Ray y contribuait religieusement depuis 3 ans, $25 à la fois, prélevés sur ses modestes revenus. Cependant, il est resté silencieux. Il n'a jamais exprimé d'objection lorsque Marla prenait de telles décisions. Quand pars-tu? Demain matin. Je sais que c'est soudain, mais Lydia insiste sur le fait que j'ai besoin de croquer la vie un peu. Arrête d'être si. Elle a marqué une pause, cherchant le mot juste, prévisible. Ray a connecté le nouveau contrôleur et a observé les feux parcourir leur séquence. Rouge, jaune, vert. Simple. Logique. Contrairement à sa femme. Amuse-toi bien, a-t-il dit. Ce soir-là, Marla a fait ses valises tandis que Ray occupait son bureau à domicile, mettant à jour les calendriers de maintenance des feux de circulation. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte vers 22h, tenant une valise et vêtue d'une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu ne vas même pas me demander où je vais loger ?» Ray a levé les yeux de son ordinateur. Marla se tenait là, enveloppée de soie rouge qui dépassait son salaire hebdomadaire, ses cheveux bruns fraîchement méchés, un maquillage méticuleusement appliqué. Elle était stupéfiante. Elle avait toujours été belle. Parfois, il se demandait si cela constituait le problème de fond. « Tulum », a-t-il déclaré. « Tu m'as dit le nom du complexe, Ray. » Les maris normaux demandent des détails. Casa Paraiso, tout compris. 5 étoiles sur TripAdvisor. Il avait fait des recherches à ce sujet desquelles l'avait mentionné, reflétant l'approche méticuleuse et approfondie qu'il appliquait à tout. « Tu vas passer un merveilleux moment. » L'expression de Marla a subi une transformation, la déception illuminant brièvement ses traits. Parfois, je me demande si tu te soucies de mon départ. Ray a enregistré son document et a fermé l'ordinateur portable. Je m'en soucie. Mais alors qu'il prononçait ces mots, observant sa femme depuis 6 ans ajuster sa nouvelle robe dans le miroir du couloir, il a reconnu qu'il nourrissait des doutes quant à leur véracité. Le premier jour sans Marla a été tranquille. Ray s'est réveillé à 5h30 du matin, a préparé du café, a parcouru les rapports d'incidents de la circulation et s'est rendu à son lieu de travail. Il n'y a eu aucune plainte concernant le goût excessivement fade de sa bouillie d'avoine. Aucun soupir lorsqu'il a choisi les informations plutôt que la télévision matinale. Aucune remarque subtile concernant ses choix de chemise ou la manière dont il rangeait ses outils. Benji Harlan a téléphoné vers midi. Ray était en train de résoudre un problème de synchronisation des feux de circulation sur Island Drive lorsque son téléphone a vibré. « Ta femme affole Instagram », a déclaré Benji sans préambule. « Je pensais que tu devrais être au courant. » Ray et Benji avaient auparavant collaboré au service informatique de la ville avant le transfert de Ray au système de circulation. Benji était le genre d'individu qui était au courant des affaires de tout le monde avant qu'ils ne le soient eux-mêmes, en partie attribuable à sa gestion de la sécurité du réseau de la ville et en partie attribuable à son insomnie chronique. Elle est en vacances. Ouais,
Mais elle publie comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité. Selfies au champagne, pose sur la plage, tout le répertoire. Très axé sur la libération. Ray a équilibré son téléphone entre son épaule et son oreille tout en ajustant un minuteur de feu. C'est-à-dire qu'elle utilise des hashtags tels que « Nouvelle moi » et « Enfin libre » et « La vie commence maintenant ». Tu sais, le genre de publication que créent les femmes divorcées. Elle n'est pas divorcée. Pas encore. Ce soir-là, Ray accéda à Instagram pour la première fois depuis des mois. Le compte de Marla se présentait comme un diaporama de plaisir, cocktail au bord de la piscine, lunettes de soleil de créateur. Lydia Kent figurait sur une photo sur deux, levant son verre et faisant des signes de paix comme si elles étaient des étudiantes en première année plutôt que des femmes d'une trentaine d'années accablées par des prêts immobiliers. Les légendes s'avéraient encore plus choquantes que les photographies. Je vis enfin la meilleure vie possible. Aucun regret, les filles. Virées de liberté. Certains se contentent de peu, d'autres s'envolent. Devinez lesquels? Je suis béni. Nouveau chapitre quand on réalise qu'on a joué la carte de la sécurité trop longtemps. YOLO. Il est temps de voler. Ray fit défiler 2 semaines de publications, remarquant l'escalade des thèmes. Les premières photographies représentaient Marla et Lydia seules, du contenu de vacances classique. Cependant, au bout de 5 jours, une troisième personne était apparue en arrière-plan, un homme aux cheveux grisonnants et arborant une montre opulente, tenant généralement une boisson et souriant à celui ou celle qui manipulait l'appareil photo. Au 10e jour, il était assis à côté de Marla au dîner. Au 12e jour, son bras entourait sa taille. Ray prit des captures d'écran de tout. Il ne parvenait pas à en articuler la raison. Une habitude professionnelle, peut-être? Peut-être que lorsqu'on travaillait avec des systèmes susceptibles de tomber en panne, on apprenait à tout documenter méticuleusement. Le lendemain matin, Marla téléphona alors que Ray prenait son petit déjeuner. « Comment ça va à la maison » demanda-t-elle, bien qu'elle semblât distraite. De la musique et des rires résonnaient en arrière-plan. « Bien. Le signal à tes mains est défectueux, mais je vais le réparer. »« C'est super, Ray. » Un silence s'ensuivit. Je réfléchis à nous, à ce que je veux de la vie. Ray posa sa tasse de café sur la table. Voilà, c'était le moment. Que veux-tu? J'ai envie de plus que cette routine dans laquelle nous nous sommes enfoncés. Plus d'excitation, plus de passion, plus de tout. Est-ce vrai, pourtant? Me perçois-tu vraiment, Ray? Parce que parfois, j'ai l'impression d'être invisible dans ma propre maison. Ray réfléchit à cela. La percevait-il? Il percevait ses relevés de cartes de crédit. Il percevait ses publications sur les réseaux sociaux. Il percevait ses vêtements éparpillés sur le sol de leur chambre et sa vaisselle qui s'accumulait dans l'évier. Il percevait la manière dont elle le regardait parfois, comme s'il était un meuble qu'elle envisageait de remplacer. « Je te vois, dit-il. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que tu comprennes que je suis en train d'étouffer ici. » La ligne resta silencieuse, à l'exception du bruit ambiant provenant de son emplacement. Ray pouvait discerner la voix d'un homme, lointaine mais désormais familière grâce à ses récentes publications. « Je te verrai quand tu rentreras, dit Ray. Me verras-tu? Ou verras-tu la version de moi que tu souhaites que je sois? » Après qu'elle eut raccroché, Ray resta assis dans sa cuisine pendant un long moment, fixant son téléphone. Ensuite, il téléphona à Benji. « J'ai besoin d'un service. » L'appartement de Benji ressemblait aux conséquences d'une explosion de Best Buy dans un dortoir d'université. Des écrans d'ordinateur enveloppaient toutes les surfaces disponibles, des câbles serpentaient sur le sol et l'atmosphère bourdonnait du bruit des ventilateurs de refroidissement. Ray fut contraint d'enjamber une imprimante démontée pour atteindre le canapé. « Un café » proposa Benji, en désignant une machine qui semblait appartenir à un laboratoire de chimie. « Ça va aller. » Benji s'assit à son poste de travail principal, les doigts dansant déjà sur plusieurs claviers. « Alors, quel est le service? Et s'il te plaît, évite de me demander de réparer ton Wi-Fi domestique à nouveau. » Ray sortit son téléphone et montra les publications Instagram à Benji. « J'ai besoin de connaître l'identité de cet individu. » Benji plissa les yeux sur l'écran, faisant défiler les photographies. « Le compagnon de vacances de ta femme. » Exact. Et tu souhaites que je fasse quoi, précisément? Reconnaissance faciale, vérification des antécédents, rapport de solvabilité, tout ce que tu peux déterrer.
Légalement? Benji haussa un sourcil. Défini légalement. Des informations qui sont accessibles au public, réseaux sociaux, documents commerciaux, ce genre de choses. Ah. Benji fit craquer ses articulations. Le genre de légal qui est amusant. Accorde-moi 1 heure. Pendant que Benji travaillait, Ray parcourut l'appartement, examinant le chaos. Benji vivait comme s'il prévoyait de déménager à tout moment, avec tous ses objets de valeur emballés dans des caisses allées et des boîtes en carton. Cependant, la technologie était de pointe, de qualité professionnelle. Ta femme a des goûts extravagants en matière d'homme, déclara Benji après 40 minutes. L'Instagram de ce type est une masterclass en richesse fabriquée. Il fit pivoter un de ses écrans vers Ray. Une page de profil occupait l'écran. Et l'engrangeron entrepreneur, proclamait la bio. Visionnaire de la crypto. Fondateur de start-up. Vivant le rêve au paradis. De clan Granger, Luray. Son vrai nom est Kevin Bannet et du moins c'est le nom qui figure sur l'enregistrement commercial de sa soi-disant start-up, qui, incidemment, n'existe pas vraiment. Benji ouvrit une autre fenêtre, affichant le résultat d'une recherche d'entreprise en Floride. Bannet Solutions LLC, enregistré il y a 6 mois. 0 employé, aucun revenu déclaré. Mais examine ceci. Il fit apparaître un article de journal de Tampa. Le titre disait « Un homme de la région accusé de fraude à l'investissement ». Ray se pencha plus près. La photographie de Kevin Bannet le fixait depuis l'écran. Plus jeune, avec des cheveux plus foncés, mais indubitablement le même homme qui procurait les cocktails de sa femme depuis 1 semaine. 3 femmes se sont manifestées, affirmant qu'il avait accepté leurs fonds pour de fausses opportunités d'investissement. Benji continua, escroquerie romantique avec une touche commerciale. On les invite à dîner, on gagne leur confiance, puis on les persuade d'investir dans votre start-up à succès garanti. Combien d'argent? 150 000 $ au total. Petit joueur, mais efficace. Des accusations ont été portées, mais il a disparu avant qu'il ne puisse l'appréhender. Cela s'est passé il y a 8 mois. Ray fixa son regard sur l'écran. Alors, il est au Mexique en train de perpétrer la même arnaque? Il semble que ce soit le cas. Et votre femme? Benji afficha les publications récentes de Marla. Elle publie des choses sur des opportunités d'investissement incroyables et des décisions qui changent la vie. Hier, elle a mis un hashtag concernant le fait de faire confiance à son cœur et à son portefeuille. L'estomac de Ray se noie. Leur compte d'épargne, l'argent que Marla avait soi-disant utilisé pour les vacances. Je dois vérifier quelque chose, dit-il, sortant son téléphone. L'application bancaire se chargea à une lenteur exaspérante, chaque seconde qui passait lui semblant une éternité. Lorsque le solde finit par apparaître, Ray ressentit un déséquilibre déconcertant dans sa perception. 1200 $. Il y a à peine 3 semaines, leur épargne avoisinait les 25 000 $. Ray? La voix de Benji semblait lointaine et éthérée. Ça va? Ray leva les yeux de son téléphone. Elle lui a donné notre argent. Tout. Absolument tout. Benji pivota sur sa chaise, scrutant l'expression de Ray. Qu'est-ce que tu vas faire? Ray contempla cette question pendant un temps considérable. Quelle ligne de conduite devait-il adopter? Le Ray d'hier aurait immédiatement contacté Marla, exigeant une explication. Il aurait probablement réservé un vol pour le Mexique, avec l'intention de la ramener à la maison. L'ancien Ray se serait accroché à la conviction que tout était un malentendu, que sa femme depuis 6 ans n'aurait jamais pu détourner leurs économies de toute une vie pour financer une liaison avec un escroc. Cependant, le vieux Ray avait entrevu cette photographie dans leur dossier partagé et ressenti une fracture intérieure, quelque chose qui s'était progressivement affaibli pendant des mois, peut-être même des années, finissant par céder complètement. « Je vais tout récupérer, déclara-t-il. L'argent? Tout. Marla revint du Mexique un jeudi après-midi, arborant un bronzage et brandissant de nouvelles valises. Elle avait envoyé un SMS à Ray depuis l'aéroport, annonçant son arrivée à 3 heures. « Ne viens pas me chercher. Lydia me dépose. » Ray était occupé par un signal piéton défectueux quand elle arriva à la maison. Il discerna le bruit de sa clé entrant dans la serrure, le bruit sourd de ses sacs frappant le sol, le cliquetis rythmé de ses talons sur le parquet. Il resta absorbé par ses papiers alors qu'elle apparut sur le pas de la porte de son bureau. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Ray termina son calcul de la séquence temporelle pour la réparation du signal et posa son stylo.
Marla se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe d'été blanche qu'il n'avait jamais vue auparavant, son teint plus hâlé que depuis des années. Elle paraissait détendue, satisfaite et pourtant, indéniablement coupable. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il. « Incroyable. Transformateur, en fait. » Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau, celle-là même qu'elle évitait généralement en raison de sa proximité avec son matériel de travail. « J'ai rencontré quelqu'un, je sais. » Elle cligna des yeux. « Tu sais, Instagram. Tu as posté à ce sujet. » Un rougissement monta au cou de Marla. « Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. »« Comment voulais-tu que je le découvre ? » Je ne sais pas. Je pensais qu'on pourrait en discuter comme des adultes rationnels. Discuter de ce que cela signifie pour nous. » Réouvrit son ordinateur portable et afficha leur relevé bancaire. Il inclina l'écran vers elle. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Marla jeta un bref coup d'œil au solde avant de détourner le regard. « Je peux expliquer. 23 000 $, Marla. Tout notre fonds d'urgence. C'est un investissement. De clan à cette start-up, cette opportunité incroyable. Kevin Bannet. » La bouche de Marla s'ouvrit puis se referma. Quoi? Son vrai nom est Kevin Bannet. Il est recherché pour fraude en Floride. 3 femmes, 150 000 $. Réaccéda à l'article de journal sur son téléphone et le lui présenta. Ton opportunité d'investissement est un criminel qui orchestre des escroqueries romantiques depuis au moins 2 ans. Marla fixa l'écran de son téléphone, son visage passant par tout un spectre d'émotions, confusion, incrédulité, et finalement, reconnaissance. Ce n'est pas possible. Si. Non. Elle secoua la tête. Non, tu te trompes. Declan a réussi. Il a des entreprises. Il m'a montré son portfolio. Faux. Il doit me présenter à ses investisseurs le mois prochain. Il n'existe pas. Arrête. Marla se leva brusquement, renversant la chaise sans le vouloir. Arrête, c'est tout. Tu es jaloux. Je comprends. Mais tu n'as pas le droit de tout saboter. Ray contempla sa femme, la regardant vraiment. Elle avait 42 ans, elle était intelligente, diplômée de l'université. Elle gérait les comptes d'un cabinet dentaire, se débrouillant quotidiennement avec les compagnies d'assurance et les codes fiscaux. Et pourtant, elle se tenait là, dans leur bureau à la maison, défendant un homme qui avait emporté toutes leurs économies simplement parce qu'il lui avait donné l'impression d'être valorisé pendant 2 petites semaines. Je n'essaie pas de saboter quoi que ce soit, dit Ray calmement. J'essaie de sauver ce qui peut l'être. Il n'y a plus rien à sauver. La voix de Marla vacilla. Ray, je n'ai pas connu le bonheur depuis des années. Des années. Je me réveille chaque matin dans cette maison, avec cette vie, et j'ai l'impression de m'éteindre. Alors tu as décidé de voler notre argent et de t'enfuir avec un escroc. J'ai décidé de saisir une chance de vivre quelque chose d'authentique. Quelque chose qui a ravivé mon sentiment de vitalité. Il t'exploite. Peut-être. Mais au moins, il me remarque. Au moins, quand je suis avec lui, j'ai l'impression de compter. Ray ferma son ordinateur portable. Tu comptes pour moi. Non, pas vraiment. Je suis juste une composante de ta routine. Se réveiller, vérifier les infos trafic, réparer les signaux, rentrer à la maison, recommencer. Je suis comme un autre équipement que tu entretiens. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Ray remarqua que Marla pleurait, son maquillage coulant sur ses joues. Elle avait l'air vulnérable, désespérée et toujours belle, mais il se sentait détaché. « Je veux divorcer » déclara-t-elle. « D'accord. » Elle cligna des yeux. « D'accord. » C'est tout ? 6 ans de mariage et tu dis simplement d'accord ? Ray se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Le feu de signalisation au coin de leur rue effectuait son cycle. Rouge, jaune, vert. Constant. Fiable. Prévisible. Qu'est-ce que tu attends que je dise, Marla ? Que je me battrai pour toi. Que je changerai chaque aspect de moi-même pour assurer ton bonheur. Que je ferai semblant d'ignorer que tu viens de voler notre avenir pour financer une liaison avec un criminel. Que je veux que tu t'en soucies. Ray se retourna. Je m'en soucie. C'est là tout le problème.
Ce soir-là, après que Marla se soit retirée dans la chambre d'amis, Ray s'assit dans son bureau et dressa une liste. Pas une liste de tâches ou un programme d'entretien, mais quelque chose qu'il n'avait jamais entrepris auparavant. Un plan de représailles. Cela commença simplement. Tout documenter. Capturer chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque message texte, chaque transaction bancaire. Imprimer les articles de presse concernant Kevin Bannet. Sauvegarder les photos de Tulum. Établir un dossier qui relatait méticuleusement la trahison de sa femme. Ensuite, cela devint plus complexe. Ray n'était pas un homme violent. Il n'avait jamais été impliqué dans une altercation physique, n'avait jamais possédé d'armes à feu, n'avait même jamais élevé la voix par colère. Cependant, il avait un don pour la résolution de problèmes, et il possédait une compréhension approfondie des systèmes. Les gens, eux aussi, étaient des systèmes. Ils présentaient des schémas, des vulnérabilités, des points de défaillance. Et Ray possédait quelque chose que le petit ami escroc de sa femme n'avait pas, du temps, de la patience et l'accès à l'information. Il contacta Benji à minuit. « Tu ne dors pas » remarqua-t-il quand Benji répondit. « Toi non plus, apparemment. » Comment s'est déroulée la conversation ? Elle veut divorcer. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Je veux t'embaucher. Un silence suivit. Pourquoi faire ? Du travail de consultant. J'ai besoin d'une connaissance approfondie de Kevin Bannet, Lydia Kent et de toute autre personne liée à cette situation. Finances, réseaux sociaux, transactions commerciales, antécédents criminels. Tout. Ray, qu'est-ce que tu prépares ? Résolution de problème. Un autre silence. Et cela va au-delà de l'argent, n'est-ce pas ? Ray fixa la photographie de Marla et Kevin, toujours visible sur l'écran de son ordinateur portable. Elle riait de quelque chose, la tête penchée en arrière, paraissant plus joyeuse qu'elle ne l'avait été pendant tout leur mariage. Oui, affirma-t-il. Cela va au-delà de l'argent. Au cours des 2 semaines suivantes, Ray acquit plus de connaissances sur le cercle social de sa femme qu'il ne l'avait fait en 6 ans de mariage. Benji se révéla être méticuleux, inventif et totalement dépourvu de contraintes éthiques en matière de collecte d'informations. Lydia Kent, la plus proche confidente de Marla et facilitatrice de vacances, possédait une boutique nommée Elevated Essential dans le centre-ville de Salt Lake City. Vêtements, bijoux et accessoires haut de gamme pour les femmes aspirant à projeter le succès. L'entreprise avait 3 ans et, selon ses déclarations fiscales, était constamment rentable. Peut-être même excessivement rentable, en réalité. Benji avait découvert des incohérences entre les revenus déclarés de Lydia et son train de vie. La boutique déclarait un revenu annuel de $60 000, mais Lydia conduisait une BMW, résidait dans un appartement en copropriété d'une valeur d'un demi-million de dollars et partait en vacances internationales tous les trimestres. Elle effectue des transactions en espèces au noir, expliqua Benji lors d'une de leurs réunions du soir. Elle ne déclare probablement pas 30 à 40% de ses revenus réels. Évasion fiscale classique. Les preuves sur ses réseaux sociaux sont une mine d'or. Elle publie des photos de dépôts d'argent liquide, d'achats extravagants, de voyages à Las Vegas avec des sacs de billets. C'est comme si elle souhaitait se faire appréhender. Réexaminez attentivement les captures d'écran que Benji avait rassemblées. Lydia incarnait tout ce à quoi Marla aspirait. Exubérante, ostentatoire, apparemment prospère. Elle était aussi, apparemment, une imbécile. Et Bannet ? Toujours au Mexique, toujours en train de perpétrer la même arnaque. Mais voici l'aspect intrigant. Benji afficha un nouveau document. Il ne cible pas simplement des femmes au hasard. Il se concentre spécifiquement sur les Américaines voyageant seules ou en petits groupes. Le personnel des centres de villégiature reçoit des pots de vin pour identifier les proies potentielles. Donc Marla n'a pas été choisie au hasard. Même pas de loin. Le centre de villégiature l'a probablement signalé dès son enregistrement. Femme mariée voyageant sans son mari, dépensant de l'argent avec prodigalité. Cible parfaite. Ray ressentit un mélange étrange de colère et de justification. Marla s'était imaginé vivre une sorte de fantasme romantique, mais elle avait été désignée comme proie dès l'instant où elle était descendue de l'avion. Il y a plus, continua Benji. Bannet utilise des applications de rencontres sous plusieurs pseudonymes. Même photo, identité différente. J'ai découvert des profils à Miami, Austin et Phoenix. Il a perfectionné cela en une science. Localisation actuelle ?
Toujours à Tulum, mais il se prépare à déménager. Il a publié du contenu sur de nouvelles opportunités et de nouveaux départs. Je suppose qu'il prévoit de s'enfuir avec tout l'argent qu'il a amassé, probablement dans le mois à venir. Ray se renversa sur sa chaise. Donc nous devons agir rapidement. Nous. Je vais avoir besoin de ton aide pour ça. Benji étudia le visage de Ray. Tu sais, je te connais depuis 5 ans et je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme comment? Concentré. D'habitude, tu es juste là, tu rectifies les problèmes, tu résous les difficultés, tu maintiens tout en état de marche. Mais c'est différent. C'est personnel. Ray acquiesça. C'est personnel. La première phase du plan de Ray était psychologique. Si Marla désirait avoir l'impression de vivre une vie exaltante et indépendante, il allait lui accorder précisément cela, une indépendance totale. Il commença subtilement, cessant de faire sa lessive, arrêtant d'acheter les produits d'épicerie qu'elle préférait, et s'abstenant de s'enquérir de sa journée ou de commenter ses publications sur les réseaux sociaux chaque fois qu'elle tentait d'engager des conversations concernant le statut de leur relation ou leurs arrangements de vie. Il maintint une attitude polie mais détachée. « Nous allons divorcer », déclarait-il. Tu devrais probablement commencer à t'occuper de tes propres finances. La remarque concernant les finances la déstabilisait systématiquement. Elle avait envoyé des SMS à Kevin sans relâche depuis son retour du Mexique, et Ray l'avait observé examiner obsessivement le solde de leur compte bancaire. Elle avait réalisé que l'argent était parti, mais elle nourrissait toujours l'espoir que c'était en quelque sorte un investissement sur le point de rapporter. Ray avait une compréhension plus claire. Benji surveillait les activités de Kevin, et l'escroc était déjà en train de courtiser sa prochaine victime, une enseignante récemment divorcée de Phoenix qui planifiait des vacances à Cancun. 15 jours après le retour de Marla, Ray mit en œuvre la deuxième phase de sa stratégie. Il simula une maladie au travail et consacra la journée à déposer une demande de divorce au palais de justice. Pas n'importe quel divorce, mais un divorce comprenant une déclaration financière complète décrivant leurs actifs, leurs dettes et leurs transactions financières récentes, y compris les $23 000 que Marla avait transférés sur le compte commercial de Kevin Baney. Les documents furent signifiés. Pendant que Marla était au travail, Ray réparait un contrôleur de signal à l'autre bout de la ville lorsque son téléphone vibra avec un texto de sa part. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il s'abstint de répondre immédiatement. Qu'elle s'inquiète. Qu'elle appelle Lydia et qu'elle panique. Qu'elle reconnaisse que son mari calme et prévisible venait d'exécuter une manœuvre hautement imprévisible ce soir-là. Marla attendait son arrivée quand il rentra à la maison. Elle était assise à leur table de cuisine, les papiers du divorce éparpillés devant elle, son visage rouge et boursouflé à force de pleurer. « Tu ne peux pas faire ça », affirma-t-elle. Ray posa sa boîte à outils et se versa un verre d'eau. « Je peux, en fait. Ça s'appelle un divorce sans faute. Très courant. La divulgation financière. Vous avez déclaré l'argent du Mexique comme un vol. Transfert non autorisé de biens matrimoniaux. C'est le terme juridique. Je suis votre femme. J'avais tout à fait le droit d'utiliser cet argent pour des vacances. Peut-être pas pour le donner à l'entreprise bidon de votre petite amie. » Marla frappa la table de sa main. « Comment savez-vous que c'est bidon? Avez-vous seulement parlé à deux plans? Avez-vous regardé son plan d'affaires? » Ray s'assit en face d'elle. Kevin Baney est recherché pour fraude dans 3 États. Son entreprise n'existe pas. Le portefeuille qu'il vous a montré est fabriqué de toutes pièces. Les investisseurs qu'il a promis de vous présenter n'existent pas. Vous n'arrêtez pas de l'affirmer, mais vous n'en savez rien. Ray sortit son téléphone et lui montra le profil de rencontre de Kevin à Phoenix. Même photo, nom différent. Michael Davison, entrepreneur et consultant en crypto. Cela vous dit quelque chose? Le visage de Marla pâlit. Elle s'empara du téléphone et fit défiler le profil. Même bio, même argumentaire d'investissement. Même photo de la vie de luxe au Mexique. Cela ne veut rien dire, dit-elle, mais sa voix tremblait. Il y a 6 autres profils. Différentes villes, différents noms. Même arnaque. Ray récupéra son téléphone et afficha les articles de presse que Benji avait dénichés. Pas seulement l'affaire de fraude en Floride, mais des histoires similaires du Texas et du Nevada. Kevin Baney, ou quel que soit son vrai nom, utilisait des variantes de cette arnaque depuis au moins 4 ans. Il m'aime, murmura Marla. Il aime votre argent. Non. Elle se leva brusquement.
Vous avez tort. Vous ne le connaissez pas. Je sais qu'il a volé toutes nos économies. C'est un investissement. Ray regarda sa femme, la regarda vraiment. Elle était intelligente, compétente, expérimentée. Mais elle était aussi désespérément désireuse de croire que quelqu'un la trouvait suffisamment excitante pour construire une vie autour d'elle. Désespérée au point d'ignorer les signaux d'alarme évidents. Appelle-le, dit Ray. Quoi? Appelle Kevin tout de suite. Demande-lui quand tu vas voir un retour sur ton investissement. La main de Marla se dirigea vers son téléphone, puis s'arrêta. Je n'ai rien à vous prouver. Tu ne me prouves rien à moi. Tu le prouves à toi-même. Elle le fixa pendant un long moment, puis prit son téléphone. Ray la regarda faire défiler ses contacts, localiser le numéro de Kevin, hésiter. Le téléphone sonna 4 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. La voix de Kevin était douce, assurée. Vous êtes bien chez Declan Granger. Je suis probablement en train de conclure un accord ou de vivre ma meilleure vie. Laissez un message et je vous recontacterai. Marla ne laissa pas de message. Elle raccrocha et rappela immédiatement. Même résultat. Il est probablement occupé, dit-elle. Essaie d'envoyer un SMS. Les doigts de Marla volèrent sur l'écran de son téléphone. Ray ne pouvait pas voir ce qu'elle écrivait, mais il pouvait voir son visage devenir de plus en plus désespéré à chaque message sans réponse. Après 15 minutes, elle jeta le téléphone sur la table. Cela ne prouve rien. Cela prouve qu'il ne répond pas à tes appels. Il est dans un fuseau horaire différent. Le Mexique est 2 heures derrière nous. Il est 8 heures là-bas. Marla ramassa les papiers du divorce et les agita vers lui. C'est une vengeance. Vous essayez de m'humilier. J'essaie de protéger ce qui reste de nos biens. Nos biens? Vous voulez dire vos biens. Vous ne m'avez jamais laissé prendre de vraies décisions concernant l'argent. Ray sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Je ne vous ai jamais laissé. Vous agissez comme si chaque achat que je faisais était une sorte de crise. Nouveaux vêtements, dîner au restaurant, vacances. Vous me faites culpabiliser de vouloir quoi que ce soit. Je vous fais culpabiliser de dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour des choses dont nous n'avons pas besoin. Vous voyez? Juste là. Vous décidez de ce dont nous avons besoin. Ray se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, le feu de circulation suivait son cycle. Fiable, prévisible. Tout ce que Marla prétendait détester dans leur vie. Vous avez raison, dit-il finalement. Marla cligna des yeux. Quoi? Vous avez raison. Je contrôle l'argent. Je prends ses décisions. Il se retourna pour lui faire face. Parce que quand vous prenez des décisions financières, vous donnez 23 000 $ à des escrocs. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle recula réellement, son visage se contractant. Je vous déteste, murmura-t-elle. Je sais. Je déteste cette maison, cette vie, cette version de moi-même que vous avez créée. Je sais. Je déteste que vous ayez probablement raison au sujet de Declan. Et je déteste que vous allez être suffisant à ce sujet. Ray regarda sa femme, vit la douleur, la frustration et le malheur désespéré dans ses yeux, et sentit le dernier morceau de son amour pour elle mourir tranquillement. Je ne vais pas être suffisant, dit-il. Je vais être minutieux. La phase 3 du plan de Ray exigeait patience et précision. Au cours du mois suivant, pendant que Marla essayait en vain de contacter Kevin et que Lydia s'indignait de l'injustice de la procédure de divorce, Ray documenta systématiquement tout. Relevé bancaire démontrant le transfert non autorisé, capture d'écran des multiples profils de rencontres de Kevin. Preuve de l'évasion fiscale de Lydia, photos et SMS du voyage au Mexique. Chronologie complète de la liaison et de la fraude. Mais cette documentation n'était qu'un fondement. Le véritable objectif de Ray était la destruction, et la destruction exigeait une stratégie. Il a commencé par Lydia. Benji surveillait ses comptes de réseaux sociaux, et le besoin d'attention de Lydia était sur le point de devenir un sérieux handicap. Elle publiait des photos de dépôts d'espèces, d'achats coûteux et de voyages d'affaires qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés. Plus significativement, elle avait publié des photos de documents fiscaux, croyant apparemment que cela la rendait prospère et professionnelle. Elle a littéralement photographié ses déclarations fiscales frauduleuses et les a mises sur Instagram, a dit Benji, en faisant défiler les publications de Lydia. Regarde celle-là. Vie de chef d'entreprise,
Tout pour satisfaire le fisc, et elle tient un formulaire qui montre qu'elle a déclaré 30 000 $ de frais professionnels pour un voyage à Paris. Réétudier la capture d'écran. Ce n'est pas légitime. Même pas proche. Elle a déduit la totalité du voyage comme frais professionnels. Mais ces publications montrent qu'elle était là avec son petit ami, faisant du shopping et visitant des musées. Zéro activité commerciale. Tu peux compiler tout ça dans un rapport? C'est déjà fait. Benji tendit à Ray un dossier épais. 2 années de publications sur les réseaux sociaux recoupées avec ses déclarations fiscales. Elle a fraudé le fisc sur au moins 100 000 $ de revenus non déclarés. Ray parcourut le rapport. C'était complet, professionnel et absolument accablant. C'est du bon travail. Merci. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le donner au fisc. Benji haussa un sourcil. Signalement anonyme. Signalement anonyme. Tu sais qu'il verse des récompenses pour les informations qui mènent à des poursuites fructueuses, n'est-ce pas? Dit à 30% des impôts recouvrés. Ray ne le savait pas, mais c'était une information utile. Si Lydia devait des impôts en retard sur 100 000 $ de revenus non déclarés, plus les pénalités et les intérêts, Ray pourrait toucher une récompense importante. De l'argent qui pourrait aider à compenser ce que Kevin avait volé de leurs économies. Encore une chose, dit Ray. J'ai besoin que tu m'aides à créer une fausse identité. Pourquoi faire? Je vais au Mexique. Créer une fausse identité convaincante s'est avéré plus facile que Ray ne l'avait prévu. Non pas parce que c'était légal ou simple, mais parce que Kevin Banné avait été si négligent avec son propre vol d'identité qu'il avait laissé un plan sur la façon de le faire. Benji n'a pas réellement aidé Ray à enfreindre des lois. Au lieu de cela, il a montré à Ray comment Kevin avait opéré. De fausses cartes de visite, de faux profils de réseaux sociaux, de fausses adresses électroniques. Tout cela était techniquement légal tant que vous ne les utilisiez pas pour commettre une fraude. Ray n'avait pas l'intention de commettre une fraude. Il avait l'intention de rendre la justice. La fausse identité était simple mais efficace. Thomas Blake, consultant financier indépendant, récemment divorcé. Prenant le temps de voyager et d'explorer les opportunités d'investissement. Benji a créé un site web d'aspect professionnel, un profil LinkedIn et des cartes de visite. Ils ont même mis en place un numéro de téléphone et une adresse électronique. Tu vas vraiment au Mexique? Demanda Benji alors qu'il finalisait les faux documents. Je vais au Mexique. Pour faire quoi, exactement? Affronter ce type? Le frapper? Récupérer ton argent. Reconsidéra la question. Que allait-il faire au Mexique? Il n'était pas une personne violente. Il n'était pas un criminel. C'était un technicien de feu de signalisation originaire de Salt Lake City, un homme qui n'avait jamais connu d'altercation physique. Cependant, c'était aussi un homme qui avait dédié son existence d'adulte à réparer des objets cassés. Et son union conjugale n'était pas la seule entité ayant besoin d'être restaurée. J'ai l'intention de résoudre ce problème, déclara Ray. Ray s'est rendu à Cancun un mardi matin, vers la fin du mois d'octobre. Il avait informé son supérieur qu'il avait besoin d'un congé pour régler son divorce, ce qui était, en substance, la vérité. Il avait dit à Marla qu'il prévoyait de rendre visite à son frère à Phoenix, ce qui était, pour être précis, un mensonge. Elle semblait indifférente dans les deux cas. Le vol marquait la première aventure de Ray au-delà des frontières du pays. Il avait proposé à Marla de voyager à l'étranger à de nombreuses reprises au fil des ans, mais elle avait toujours maintenu qu'il n'en avait pas les moyens. Maintenant, ils se retrouvaient assis en classe économique, en route pour le Mexique pour affronter l'homme à qui elle avait confié leurs économies de vacances à la place. L'homme incarnait les attentes de Ray. Exquis, exorbitant et grouillant d'Américains s'efforçant d'échapper aux tribulations qui les affligeaient dans leur patrie. Le complexe où Marla avait séjourné ressemblait à un bastion d'opulence, caractérisé par des murs blancs immaculés, des piscines à débordement et des membres du personnel qui articulaient l'anglais avec des sourires de service à la clientèle impeccable. Ray ne résidait pas dans ce complexe. Il avait réservé une chambre dans un hôtel modeste de la ville, suffisamment proche pour faciliter l'observation, mais assez éloigné pour ne pas attirer l'attention. Thomas Blake était censé être un homme aux ressources financières limitées. Après tout, localiser Kevin s'était avéré étonnamment facile. L'homme n'avait aucune notion de sécurité opérationnelle, ses publications Instagram étaient géolocalisées, son emploi du temps était prévisible et son établissement de prédilection était un piège à touristes baptisé « Paradis retrouvé »,
qui servait des cocktails hors de prix à des Américains aspirant à vivre une sorte d'existence périlleuse. Ray consacra 3 jours à observer Kevin au travail. L'homme était compétent dans son domaine, Ray devait l'admettre. Il était captivant, sûr de lui et parfaitement convaincant. Il abordait des femmes voyageant seules ou en petits groupes, leur offrait des boissons et posait des questions pertinentes sur leur vie et leurs aspirations. En quelques heures à peine, il provoquait des rires et obtenait des confidences. En quelques jours, il les orientait vers des discussions sur les investissements et les opportunités. Ray fut témoin de la séduction de Kevin sur une enseignante de Phoenix, la femme même que Benji avait identifiée comme sa prochaine cible. Elle s'appelait Sandra. Elle était récemment divorcée et manifestement désireuse que quelqu'un lui redonne un sentiment d'importance. Ray ressentit une pointe de reconnaissance en voyant Kevin la manipuler de la même manière qu'il avait manipulé Marla. Jeudi soir, Ray se présenta. Il attendit patiemment que Kevin soit seul au bar, entre 2 cibles potentielles. L'enseignante était rentrée à son hôtel, et Kevin sirotait un whisky tout en consultant son téléphone, probablement à la recherche de sa prochaine victime, Declan Granger. Ray s'approcha du bar avec désinvolture, comme s'il avait simplement reconnu une vieille connaissance. Kevin leva les yeux, un éclair d'appréhension perceptible sur son visage. « On se connaît ? Thomas Blake. » Ray tendit la main, accompagné d'un sourire assuré. « Je suis votre travail en ligne. » Un modèle économique remarquablement impressionnant. L'expression de Kevin passa de la crainte à l'intrigue. Il serra la main de Ray avec la fermeté exercée d'un vendeur chevronné. « Quel type de travail croyez-vous que je fasse ? » Consultant en investissement. Investissement en crypto-monnaie. Le genre d'opportunité que la plupart des gens sont trop conservateurs pour saisir. Ray fit signe au barman. « Puis-je vous offrir un verre ? » Volontiers. Kevin examinait les traits de Ray, essayant de se souvenir où il l'avait vu. « Comment avez-vous eu connaissance de mon entreprise ?» Ray avait répété cet échange d'innombrables fois pendant le vol. L'élément crucial était de fournir à Kevin juste assez d'informations pour projeter une aura de légitimité, tout en conservant suffisamment d'ambiguïté pour éviter les mensonges flagrants. Une connaissance commune vous a mentionné. Marla Talcott. Elle a dit beaucoup de bien de vos opportunités de start-up. Le visage de Kevin s'illumina de reconnaissance et de fierté. Marla. Une belle femme. Une investisseuse remarquablement avisée. Comment la connaissez-vous ? Les cercles d'affaires à Salt Lake City. Elle a mentionné qu'elle avait fait des investissements importants avec vous. Elle m'a dit que vous envisagiez de la présenter à vos partenaires le mois prochain. C'est exact. Kevin se pencha en avant, se rapprochant de son sujet préféré. Nous sommes constamment à la recherche d'investisseurs sérieux, des personnes qui comprennent que les rendements les plus importants s'accompagnent des risques les plus élevés. Ray hocha la tête, pensif. De quelle ampleur de rendement parle-t-on ? Cela dépend du niveau d'investissement. Pour quelqu'un comme Marla, qui a investi 25 000 $, nous prévoyons des rendements de 3 à 4 cents % au cours de la première année. 25 000 ? Kevin croyait manifestement avoir extorqué une somme plus importante que ce n'était le cas. Ray enregistra cette information et garda une expression neutre. C'est effectivement impressionnant. Quel est l'investissement minimum pour l'investisseur idéal ? Quelqu'un qui a la vision de Marla. Nous pourrions commencer à partir de 50 000. Ray s'étouffa presque avec sa boisson. Kevin essayait de lui vendre le double de ce qu'il avait illicitement obtenu du compte d'épargne de Ray. L'avarice de l'homme était stupéfiante. J'aurais, bien sûr, besoin d'avoir accès à certains documents. Plan d'affaires, projections financières, ce genre de choses. Bien sûr. Kevin sortit son téléphone. Pourquoi ne vous donnerais-je pas ma carte, et nous pourrions prévoir une vraie réunion. Vous logez dans les environs ? Un hôtel en ville. J'aime me faire discret quand j'évalue des opportunités. Kevin tendit une carte de visite à Ray. Declan Granger, PDG, Paradis Venture. La carte présentait une esthétique soignée et professionnelle. Entièrement contrefaite, naturellement. Je dois vous demander, remarqua Ray avec désinvolture, comment vous et Marla vous êtes-vous rencontrés ? Conférence d'affaires. En réalité, nous nous sommes rencontrés ici. Elle était en vacances avec un compagnon, aspirant à échapper à sa routine, à expérimenter quelque chose de nouveau. Parfois, les opportunités d'affaires les plus lucratives découlent de relations personnelles. Elle a mentionné qu'elle était mariée.
Le sourire de Kevin s'est légèrement éteint. En effet. Malheureusement, son mari semble être un vrai tyran. Un maniaque du contrôle. Dépourvu de vision, dépourvu d'ambition. Le genre d'homme qui confine sa femme à une existence misérable. Ray hocha la tête avec sympathie. De telles situations peuvent s'avérer complexes. Pas vraiment. Quand une personne est prête à changer sa vie, les complexités se résolvent d'elles-mêmes. Ray termina son verre et se leva. Bon, je dois vous permettre de reprendre votre soirée. Je vous contacterai au sujet de l'opportunité d'investissement. Je l'attends avec impatience. Kevin lui serra de nouveau la main. Thomas, n'est-ce pas? Thomas Blake. C'est exact. En quittant le bar, Ray éprouva une étrange sensation de satisfaction. Kevin Baney incarnait tout ce que Ray avait anticipé, arrogant, avide et absolument convaincu de sa propre perspicacité. Il était aussi sur le point de découvrir que certaines situations ne pouvaient pas être résolues par le charme et de fausses cartes de visite. Le lendemain matin, Ray entama la deuxième phase de son entreprise mexicaine. Il avait consacré des mois à acquérir une connaissance approfondie de Kevin Baney, et il avait déterré quelque chose d'intéressant. L'homme vivait actuellement à crédit, à plus d'un titre. Le visa de touriste de Kevin avait expiré. Il résidait au Mexique depuis plus de 6 mois, dépassant de loin la durée légale pour les Américains sans papier en règle. Il était également recherché par les forces de l'ordre en Floride, et un mandat d'arrêt était en vigueur pour son arrestation. Ray passa 2 appels téléphoniques depuis sa chambre d'hôtel. Le premier était destiné au bureau local de l'immigration, signalant un touriste américain qui dépassait la durée de son visa et menait des opérations commerciales illicites depuis une station balnéaire. Le second fut passé à la ligne téléphonique internationale du FBI, divulguant l'emplacement d'un fugitif recherché pour fraude financière. Ensuite, il prit son petit déjeuner et attendit les événements. Kevin fut appréhendé au Paradise Found ce soir-là. Ray observa depuis le trottoir d'en face les agents d'immigration mexicains et la police locale encercler le bar. Kevin tenta de s'enfuir, se frayant littéralement un chemin à travers la foule de touristes et parcourant près d'un pâté de maison avant que 2 agents ne le maîtrisent au milieu de la rue. Ray n'éprouva aucune satisfaction en voyant Kevin être escorté menotté. Aucune sensation de triomphe ou de justice, simplement la tranquille satisfaction de voir un système fonctionner comme il était censé fonctionner. Il rentra à Salt Lake City le lendemain matin. Marla l'attendait à son retour de l'aéroport. Elle était assise dans le salon, serrant son téléphone contre elle, le visage cendré et strié de larmes. Declan a été arrêté, dit-elle sans lever les yeux. Ray posa sa valise sur le sol. Je suis désolé d'apprendre ça. Non, vous ne l'êtes pas. Elle fixa alors son regard sur lui, les yeux rougis et remplis d'animosité. Vous n'êtes pas désolé du tout. Vous avez raison. Je ne le suis pas. Avez-vous été impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire? Ray envisagea de mentir. Ce serait assez facile. Kevin était un fugitif résidant illégalement au Mexique. Son arrestation était inévitable. Cependant, Ray en avait assez de dissimuler, assez de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Oui. Le visage de Marla se décomposa. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment avez-vous pu anéantir la vie de quelqu'un de cette manière? Il a anéanti sa propre vie quand il a décidé de voler de l'argent à des gens qui lui faisaient confiance. Il ne m'a rien volé. Je lui ai volontairement donné cet argent. Vous lui avez donné de l'argent pour une fausse affaire. C'est de la fraude. C'est l'infraction pour laquelle il a été arrêté. Marla se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris. Declan me donnait un sentiment de vitalité. Il me faisait sentir que je pouvais me métamorphoser en quelqu'un de différent, quelqu'un de supérieur. Il vous faisait vous sentir comme une cible. Arrêtez de l'appeler comme ça. Arrêtez de vous comporter comme si vous saviez quoi que ce soit de notre relation. Ray s'installa sur le canapé et regarda sa femme. Elle restait belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux 8 ans auparavant. Cependant, elle était aussi une étrangère, quelqu'un qui s'était persuadé que se faire arnaquer équivalait à être aimé. Marla, dit-il doucement. Il avait 6 profils de rencontres différents, 6 faux noms différents. Il menait la même escroquerie sur des femmes dans 4 états différents. Je ne vous crois pas. Ray sortit son téléphone et lui montra les captures d'écran que Benji avait compilées, profils de rencontres, articles de presse, rapports de police.
Un portrait exhaustif de la carrière criminelle de Kevin Bannet. Marla examina les preuves longuement, faisant défiler les photos et les documents. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix était à peine audible. Même si c'est véridique, cela ne change rien à ce que j'ai ressenti. Cela ne changeait rien au fait que, pendant 2 semaines, j'avais connu un bonheur véritable. Parce que vous croyez quelqu'un d'autre, demanda-t-elle. Parce que j'étais quelqu'un d'autre, répondit-il. Quelqu'un de palpitant, de désinhibé et qui méritait qu'on s'intéresse à lui. Elle leva les yeux vers lui. Comprenez-vous la sensation d'invisibilité dans sa propre existence? Le sentiment de simplement exister, jour après jour, dans l'attente d'un événement? Ray médita sur cette question. Comprenait-il réellement la sensation de ne pas être vu? Il était employé municipal, responsable de la maintenance des feux de signalisation. La majorité des gens passaient devant son lieu de travail chaque jour, sans y prêter la moindre attention. Son rôle était d'être discret, de s'assurer du fonctionnement fluide des systèmes, à tel point que leur présence passait inaperçue. Oui, affirma-t-il. Je connais cette sensation. Alors, comment pouvez-vous rester si calme face à cette situation? Comment pouvez-vous simplement rester assis là comme si tout cela n'avait aucune importance? Ray observa leur salon. Le canapé qu'ils avaient acheté ensemble 3 ans auparavant. La table basse que Marla avait absolument voulu, malgré son prix exorbitant. Les photos ornant la cheminée, retraçant leur vie commune. Vacances, fêtes, anniversaires. Parce que je ne suis plus invisible, déclara-t-il. Le contrôle fiscal de l'internal revenu service de la boutique de Lydia Kent débutait dans 2 semaines. Ray avait reçu une communication d'un agent fédéral, expliquant que sa dénonciation anonyme avait déclenché une enquête approfondie sur les pratiques commerciales d'Elvated Essential. Nous aurons besoin de votre présence pour fournir une déclaration formelle, déclara l'agent. Votre dossier de preuve était remarquablement complet. Quelle est l'ampleur des pénalités qu'elle risque potentiellement? Si nous parvenons à démontrer une évasion fiscale délibérée de l'ampleur que vous avez documentée, elle pourrait faire face à des inculpations criminelles, en plus des impôts rétroactifs, des pénalités et des intérêts courus. Nous parlons d'une charge financière considérable. Ray fixa le rendez-vous pour la semaine suivante. Il attendait avec impatience de fournir sa déposition officielle. L'arrestation de Lydia fut diffusée sur les chaînes d'information locales. Une entrepreneur locale inculpée pour évasion fiscale. Le reportage incluait des détails sur sa boutique, son style de vie et les publications sur les réseaux sociaux qui avaient contribué à la construction du dossier contre elle. Marla téléphona à Ray ce soir-là, submergée par l'hystérie. Ils ont arrêté Lydia, l'internal revenu service, la police, tout le monde. Elle risque une peine de 5 ans de prison. Je suis au courant. Vous avez orchestré cela aussi, n'est-ce pas? Est-ce votre vengeance? Ray prenait son dîner seul à leur table de cuisine, parcourant un manuel technique concernant les nouvelles technologies de feu de signalisation. Le manuel s'avérait plus captivant que l'échange actuel. Lydia a provoqué cela elle-même lorsqu'elle a décidé de frauder le fisc. Elle était ma plus proche confidente. Elle était la personne qui vous a encouragé à voler nos fonds et à commettre un adultère dans notre mariage. Elle essayait de m'aider à atteindre le bonheur. Elle essayait de vous rabaisser à ses propres normes dépravées. Marla garda un long silence. Quand elle parla de nouveau, son ton avait changé, diminué en volume. Que se passe-t-il maintenant? Ray ferma le manuel et observa la chaise vide de l'autre côté de la table, où Marla avait l'habitude de s'asseoir. Maintenant, tu dois déterminer comment vivre avec les choix que tu as faits. Je parle de nous, de la dissolution de notre mariage. De la procédure de divorce. Vous avez droit à la moitié des actifs restants, après le règlement de nos dettes. J'ai droit à la moitié. Nous vendrons la maison et suivrons des chemins divergents. Et si j'exprime une réticence à entamer le divorce? Ray contempla cette question. Et si Marla revenait sur sa décision? Et si elle nourrissait le désir de tenter une réconciliation? De reconstruire leur lien conjugal, d'accorder le pardon et l'oubli, et d'entamer un nouveau commencement. Il est trop tard pour de telles considérations, déclara-t-il. Les gens font des erreurs, Ray. Les gens se transforment. Nous pourrions explorer une thérapie de couple. Tu n'as pas commis une erreur. Tu as pris une décision consciente. Une série de choix délibérés. Et maintenant, tu es obligé d'en subir les conséquences. Marla était de nouveau en larmes. Je reconnais que je t'ai infligé de la douleur.
Je reconnais que j'ai été égaré au sujet de deux clans, au sujet des questions financières, au sujet de tous les aspects. Mais je ne faisais qu'essayer de découvrir ma véritable identité. Tu as en effet découvert ta véritable identité. Tu es une personne qui détourne les fonds de son conjoint pour subventionner une liaison illicite avec un élément criminel. Tu es une personne qui écoute les conseils de compagne qui encouragent la désintégration de votre union conjugale. Tu es une personne qui privilégie l'exaltation à la fidélité. Ce n'est pas une représentation exacte de mon caractère. C'est précisément qui tu es. C'est le personnage que tu as choisi d'incarner. Ray reprit son manuel et recommença à lire. Après un bref instant, il détecta que Marla mettait fin à la communication téléphonique. L'ultime confrontation se produisit 3 mois plus tard dans le bureau de l'avocat de divorce de Ray. Marla se présenta aux côtés de son propre conseiller juridique, une femme spécialisée dans la représentation des épouses cherchant des règlements favorables auprès de maris dominateurs. L'avocate avait manifestement anticipé la rencontre d'un type d'individu différent, quelqu'un susceptible d'intimidation ou de manipulation pour assumer la culpabilité de la dissolution du mariage. Au lieu de cela, elle rencontra Ray, calme, préparé et armé de documents qui rendaient la cause de Marla indéfendable. Ma cliente est disposée à assumer la responsabilité de ses transgressions, commença l'avocate de Marla. Cependant, elle maintient que la divulgation financière est incomplète. Il existe des questions concernant des actifs cachés, des sources de revenus non divulguées. L'avocat de Ray fit glisser un dossier sur la table. La divulgation financière de M. Talcott est à la fois exhaustive et précise. Comme le prouvent les relevés bancaires. Madame Talcott a retiré 23 000 $ de leur compte d'épargne commun et les a remis à Kevin Baney, qui a depuis été reconnu coupable de fraude devant un tribunal fédéral. L'avocate de Marla ouvrit le dossier et commença à lire. Son visage prit progressivement un aspect de plus en plus sombre alors qu'elle examinait méticuleusement les documents. Il y a aussi la question de la récompense du service des impôts internes, poursuivit l'avocat de Ray. Monsieur Talcott a été indemnisé pour avoir fourni des informations qui ont abouti à la condamnation de Lydia Kent pour fraude fiscale. Une telle rémunération est considérée comme un bien propre, acquis après la date de séparation. De quel montant, demanda Marla, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. 12 000 $, articula Ray. 10% des recettes fiscales recouvrées. Le teint de Marla pâlit. Tu as été payé pour anéantir l'existence de mon ami. J'ai été payé pour fournir des preuves d'une conduite criminelle. C'est absurde, intervint l'avocate de Marla. Ma cliente a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux. Votre cliente a droit à la moitié des actifs résiduels, après le règlement des dettes qu'elle a engendrées, rétorqua l'avocat de Ray. Ce qui, selon nos calculs, s'élève à environ 14 000 $. L'arithmétique était impitoyable, mais précise. Leur résidence possédait une certaine valeur nette, leur compte de retraite conservait des soldes modestes et le salaire de Ray fournissait un revenu de base. Cependant, le détournement de leurs économies par Marla, associé aux honoraires d'avocats et aux dépenses de règlement des dettes, avait anéanti la majeure partie de leur richesse commune. 14 000 $. Marla examina les documents de règlement. C'est tout ce qu'il y a, vos actions ont des conséquences, Madame Talcott, affirma l'avocat de Ray. Tant financières qu'autres. Marla croisa le regard de Ray de l'autre côté de la table. Tu as prémédité ça. Chaque aspect de ça. Tu souhaitais que je perde tout. Ray soutint son regard. Je souhaitais que tu affrontes les conséquences de tes choix. Mes choix? Qu'en est-il de tes choix? Qu'en est-il de la façon dont tu m'as traité pendant 6 ans? Qu'en est-il de ton refus persistant de participer à des activités nouvelles, exaltantes ou spontanées? Qu'en est-il de ça? Est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce que mon mécontentement n'a aucun poids? Ray réfléchit à cette question. Le mécontentement de Marla avait-il une signification? Avait-il été un mari déficient? Son approche paisible et inébranlable de l'existence l'avait-elle en quelque sorte poussé à détourner leurs fonds et à s'enfuir avec un escroc? Ton mécontentement avait effectivement une signification, finit-il par articuler. Mais il ne te donnait pas le droit d'anéantir notre union conjugale et de voler notre avenir commun. Je n'ai rien détourné. Tu as retiré 23 000 $ de notre compte commun sans ma connaissance ni mon consentement et tu les as donnés à un criminel. En termes juridiques, cela constitue un vol. L'avocat de Marla se pencha en avant. Ma cliente est restée légalement mariée.
Elle avait parfaitement le droit d'accéder aux fonds matrimoniaux communs pour des dépenses légitimes du mariage, rétorqua l'avocat de Ray. Pas pour financer une liaison extra-conjugale. La salle retomba dans le silence. Marla était de nouveau en larmes, bien que silencieuse cette fois. Son avocat examinait attentivement les documents de règlement, calculant probablement l'ampleur du gain financier qu'elle tirerait de ce fiasco. « J'ai besoin d'une consultation privée avec ma cliente », déclara l'avocat de Marla. Ray et son avocat quittèrent la salle. Le couloir était tranquille, professionnel, stérile. Ray eut la sensation de se trouver dans une salle d'attente d'hôpital, attendant des nouvelles quant à savoir si une personne survivrait ou périrait. Elle est sur le point d'accepter le règlement, déclara l'avocat de Ray. Elle n'a pas d'alternative. Je sais que vous avez effectué une vérification préalable approfondie de cette affaire. Une documentation extrêmement complète. Je sais résoudre les situations difficiles. Ils patientèrent une vingtaine de minutes avant que l'avocat de Marla ne les invite à revenir. Marla avait apposé sa signature sur les documents. Son visage était rouge et gonflé, mais elle avait cessé de pleurer. « Il y a une dernière chose », prononça-t-elle alors qu'il se préparait à partir. « Je voudrais comprendre la raison pour laquelle vous êtes resté marié avec moi, compte tenu de la profondeur de votre animosité. » Ray l'observa une dernière fois à travers la table. « Je n'avais aucune animosité envers vous. J'avais de l'affection pour vous. Mais j'ignorais votre véritable nature jusqu'à ce que vous me la révéliez. Et quelle est mon essence, Ray, selon vous ?» Ray réfléchit à la question. Quelle était l'essence de Marla Talcott? Elle était intelligente, mais susceptible d'être trompée. Belle, mais vaniteuse. Compétente, mais irresponsable. C'était une personne qui aspirait à être exceptionnelle, mais qui n'était pas disposée à fournir les efforts nécessaires pour atteindre un statut exceptionnel. Vous êtes une personne qui possédait tous les éléments nécessaires, mais qui convoitait plus qu'elle ne le méritait, dit-il. Et maintenant, vous avez exactement ce que vous avez gagné. Ray déménagea de leur résidence la semaine suivante. Il avait trouvé un appartement modeste près du centre-ville de Salt Lake City, idéalement situé à proximité de son lieu de travail et éloigné de l'existence suburbaine qu'il avait partagée avec Marla. L'appartement était austère, fonctionnel, efficace. Chaque élément avait une utilité. Rien n'était décoratif. Il en était satisfait. Benji l'aida à transporter le reste de ses affaires. Un samedi après-midi, ils chargèrent les outils de Ray, ses manuels techniques et son matériel informatique dans le pick-up de Benji. Tout ce qui avait défini la vie de Ray au cours des 8 années précédentes était contenu dans 6 cartons et une boîte à outils. « Tu pourrais te trouver un logement plus spacieux », fit remarquer Benji alors qu'il transportait le dernier carton dans le nouvel appartement de Ray. La récompense de l'internal revenu service, ajoutée à ta part du produit de la vente de la maison. Tu as des options. Ray inspecta l'appartement. Une chambre, une salle de bain, une cuisine équipée d'appareils électroménagers de base, un espace de vie suffisamment grand pour accueillir un canapé et un bureau. C'était en fait parfait. « J'aime bien ici », murmura-t-il. « C'est un peu déprimant, mec. » Profondément. Un appart de célibataire à la croisée d'un programme de protection des témoins. Ray ouvrit un des cartons et commença à ranger ses manuels techniques sur une étagère. « C'est honnête. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Benji. « C'est exactement ce que c'est », répondit Ray. Pas de faux-semblants, pas de tentative pour être quelque chose que ce n'est pas. Benji s'installa sur le nouveau canapé de Ray et ouvrit une bière. « Tu sais, j'ai réfléchi à toute cette situation. Ce que tu as fait à ta femme, à son ami, à l'escroc. C'était assez impitoyable, poursuivit Benji. C'était la justice, rétorqua Ray. Vraiment, questionna Benji. Où étaient ceux de la vengeance? Ray considéra la question. Quelle était la différence entre la justice et la vengeance? La justice était systématique, impartiale, axée sur les conséquences plutôt que sur la punition. La vengeance, en revanche, était personnelle, émotionnelle, axée sur l'infliction de la douleur plutôt que sur la résolution des problèmes. Les deux finit-il par articuler. « Et tu es à l'aise avec ça ?» demanda Benji. Ray termina de ranger ses manuels et passa au carton suivant. Son matériel informatique, ses câbles et ses outils techniques. Tout ce dont il avait besoin pour faire son travail. Résoudre les problèmes, assurer le bon fonctionnement des systèmes. « Je suis à l'aise avec la résolution de problèmes, déclara-t-il. Benji termina sa bière et se leva. « Bon,
Tu as certainement résolu celui-là. Ton ex-femme est ruinée, son ami est en prison, et son petit ami est en cours d'extradition vers la Floride. Problème résolu, affirma Ray. Oui. Quelle est la prochaine étape? Ray brancha son ordinateur et l'alluma. L'écran affichait son bureau. Net, organisé, fonctionnel. Aucune photo de famille, aucun document personnel. Juste les outils dont il avait besoin pour son travail. Retour au boulot, annonça-t-il. 6 mois plus tard, Ray reçut un SMS d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Ray était en train d'installer un nouveau contrôleur de feu de circulation sur Main Street lorsque le message arriva. Il le lut 2 fois, puis le supprima et retourna à son travail. Le jour suivant, un autre message arriva. Kevin m'a tout raconté avant son extradition. Ray ne répondit pas. La personne qui envoyait les messages finirait par passer à la vitesse supérieure ou abandonner. Si elle passait à la vitesse supérieure, il s'occuperait du problème. Si elle abandonnait, le problème se résoudrait de lui-même. Le 3e jour, la personne s'identifia. Ici Sandra Mitchell. Il faut qu'on parle. Sandra Mitchell, l'institutrice de Phoenix. La prochaine victime de Kevin avant que Ray ne le fasse appréhender. Ray se souvenait d'avoir vu Kevin la séduire à Paradise Found, utilisant les mêmes techniques que celles qu'il avait utilisées sur Marla. Ray répondit par SMS. Que voulez-vous? Vous remercier. Ray fixa son téléphone pendant un long moment. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Me remercier de quoi? Répondit-il par SMS. De m'avoir sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. Kevin allait prendre tout ce que j'avais. Mes économies, ma maison, ma retraite. Tout. Ray fut surpris d'apprendre que Kevin avait avoué ses autres crimes pendant sa détention. Apparemment, le fait d'être confronté à une extradition vers la Floride l'avait motivé à avouer ses diverses escroqueries, espérant probablement une sorte de négociation de peine. Comment avez-vous eu mon numéro? Demanda Ray par SMS. Kevin avait les coordonnées de Thomas Blake. J'ai fait des recherches, j'ai compris qui vous étiez vraiment. Je suis institutrice. Je suis doué pour les recherches. Ray considéra ce développement. Sandra Mitchell connaissait sa véritable identité, savait ce qu'il avait fait au Mexique, et pouvait potentiellement lui causer des problèmes. Cependant, elle le remerciait plutôt que de le menacer. Qu'est-ce que Kevin vous a dit exactement? Demanda-t-il par SMS. Que vous l'aviez traqué, l'aviez livré aux autorités, l'aviez fait arrêter. Il a dit que vous étiez marié à l'une de ses victimes. Ex-femme. Je suis désolé. Cela a dû être dévastateur. Ray se demanda si le vol de leur argent par Kevin avait été dévastateur. Financièrement, oui. La perte de leurs économies avait compliqué le divorce et l'avait obligé à recommencer à bien des égards. Mais émotionnellement, c'était instructif. Il répondit, pouvons-nous nous rencontrer? J'aimerais vous offrir un verre. Ou un café. Ce que vous préférez. Ray réfléchit à l'invitation. Sandra Mitchell était une inconnue qui possédait des informations potentiellement dangereuses sur ses activités. La rencontrer était risquée, mais elle était aussi quelqu'un qui avait été la cible du même criminel qui avait détruit le mariage de Ray. Quelqu'un qui comprenait ce que cela faisait d'être marqué comme une proie. Samedi après-midi. Squatter pub au centre-ville. 2 heures. Je serai là. Et Ray, merci encore. Vous m'avez sauvé la vie. Sandra Mitchell n'était pas ce à quoi Ray s'attendait. Elle avait une 40aine d'années, des cheveux châtains grisonnants et des yeux intelligents. Elle portait un jean et un pull, pas de maquillage, pas de bijoux. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait renoncé à essayer d'impressionner les gens et qui était à l'aise avec qui elle était. Ray la trouva à une table d'angle, lisant un livre et sirotant un café. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, sourit et se leva pour lui serrer la main. Ray Talcott? C'est ça. Sandra Mitchell. Merci d'être venu. Ils s'assirent et commandèrent des boissons. Ray prit un café. Sandra en commanda un autre. Le pub était calme le samedi après-midi, presque vide à l'exception de quelques personnes qui regardaient du football universitaire à la télévision. Alors, commença Sandra, je dois vous demander. Comment avez-vous découvert ce que Kevin faisait? Ray expliqua la chronologie de base, les vacances de Marla, les publications suspectes sur les réseaux sociaux, la photo apparue dans leur dossier partagé.
Sandra écouta sans interrompre, hochant ou secouant occasionnellement la tête. Il m'a montré le même portfolio, dit-elle quand eut fini. Le même faux plan d'affaires, même les mêmes photos de ses investissements soi-disant réussis. Combien vous a-t-il demandé, s'enquirait. 50 000 pour commencer. Mais il se préparait à plus. Il avait toute cette histoire sur l'expansion sur de nouveaux marchés, l'apport d'investisseurs supplémentaires. Je pense qu'il prévoyait de me prendre tout ce que j'avais. Probablement. Sandra fixa sa tasse de café. J'ai failli le faire. J'étais littéralement à la banque, prête à retirer tout mon compte de retraite. La seule chose qui m'a arrêté, c'est l'arrestation de Kevin. Qu'est-ce qui vous a fait lui faire confiance, demanda Ray. Honnêtement, il me faisait me sentir spécial. J'ai 43 ans, je suis récemment divorcé, j'enseigne les maths au collège à Phoenix. Ce n'est pas vraiment une vie excitante. Puis cet homme beau et prospère commence à me prêter attention, à me dire que je suis belle et intelligente et que je mérite mieux que ce que j'ai accepté. Ray hocha la tête. C'était la même histoire que Marla lui avait racontée. Kevin était passé maître dans l'art de repérer les femmes qui se sentaient invisibles et de leur donner l'impression d'exister. Le problème, continua Sandra, c'est qu'il n'avait pas tout à fait tort. Je me contentais de peu. Mon mariage était ennuyeux. Mon travail, une routine. Ma vie, prévisible. Je voulais plus. Mais pas au prix de tout ce pour quoi vous aviez travaillé, affirma Ray. Exactement. Kevin m'offrait de l'excitation, mais le prix était la ruine financière. Ils restèrent quelques minutes dans un silence confortable, les yeux rivés sur le match de football diffusé sur le téléviseur le plus proche. Ray se sentait détendu en présence de Sandra. Elle était facile à aborder, directe sans être agressive, intelligente sans être prétentieuse. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Sandra. « Allez-y » répondit Ray. « Regrettez-vous ce que vous avez fait ?»« La vengeance, je veux dire. » Ray réfléchit à la question. Regrettait-il d'avoir détruit la liaison de Marla, d'avoir dénoncé la fraude fiscale de Lydia ou d'avoir fait arrêter Kevin? Regrettait-il la façon méthodique dont il avait démantelé le réseau de personnes qu'il avait trahi? Non, affirma-t-il. Je regrette que cela ait été nécessaire, mais pas les actions elles-mêmes. Pas les actions elles-mêmes, répéta Sandra. Sandra approuva d'un signe de tête. Bien. Vous ne devriez pas regretter de vous être protégé, vous et d'autres personnes, de criminels. C'est ce que j'ai fait, demanda Ray. C'est exactement ce que vous avez fait. Kevin aurait continué son escroquerie jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Vous l'avez arrêté. Ray termina son café et fit signe au serveur pour l'addition. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demanda-t-il. Avec votre vie, je veux dire. Je vends ma maison à Phoenix et je déménage ici. À Salt Lake City, questionna Ray. J'ai obtenu un poste d'enseignante dans un collège à Murray. Ray fut surpris. Pourquoi ici, demanda Ray. Parce que c'est ici que l'escroquerie de Kevin s'est effondrée. C'est ici que quelqu'un s'est enfin dressé contre lui et a gagné. Je me dis que si cette ville peut produire quelqu'un comme vous, c'est peut-être un bon endroit pour recommencer. Quelqu'un comme moi, demanda Ray. Quelqu'un qui résout les problèmes au lieu de se plaindre. Quelqu'un qui agit au lieu d'espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Ray paya l'addition et ils sortirent ensemble. L'après-midi était frais et clair, avec les montagnes visibles au loin. Salt Lake City s'étendait autour d'eux, un quadrillage de rues, de feux et de systèmes qui fonctionnaient parce que des gens comme Ray les maintenaient en état de marche. « Aimeriez-vous dîner ensemble un de ces soirs ?» demanda Sandra. Ray la regarda vraiment. Elle était attirante d'une manière discrète. Intelligente. Directe. Elle comprenait ce que c'était que d'être la cible de quelqu'un qui la considérait comme une proie plutôt que comme une personne. Elle comprenait aussi ce que c'était que de vouloir plus de la vie sans être prête à tout détruire pour l'obtenir. Oui, répondit-il. J'aimerais bien. Ils échangèrent leur numéro de téléphone et convinrent de se revoir le week-end suivant. En retournant à son appartement, Ray ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, de l'optimisme. Le divorce fut prononcé un mercredi matin de janvier. Ray signa les papiers dans le bureau de son avocat, mettant officiellement fin à son mariage avec Marla Talcott. Il ne ressentit rien d'autre qu'un soulagement que la procédure soit enfin terminée. Son avocat lui remit des copies des documents finaux de l'accord de divorce. Félicitations, monsieur Talcott.
Vous êtes officiellement un homme libre. Ray plia les papiers et les rangea dans sa mallette. Merci. Avez-vous prévu de fêter ça? Demanda son avocat. Ray réfléchit à la question. Comment fête-t-on la fin d'un mariage? Un verre avec des amis? Des vacances? Une fête? Je retourne au travail, dit-il. Cet après-midi-là, Ray fut appelé pour réparer un feu de signalisation défectueux à l'intersection où il avait appris pour la première fois les projets de vacances de Marla. Le même coin où il travaillait lorsqu'elle l'avait appelé pour lui parler de Tulum, de Lydia et de son besoin de vivre un peu. Ray gara son camion et commença à diagnostiquer le problème. Le feu était bloqué au rouge dans toutes les directions, créant une impasse à 4 voies. Les voitures étaient bloquées dans toutes les directions, mais personne ne klaxonnait. Tout le monde attendait, le souffle coupé, que quelqu'un remédie au dysfonctionnement du système. Le problème était un fusible grillé situé à l'intérieur du contrôleur principal. Ray effectua le remplacement en moins de 10 minutes, et l'intersection reprit ensuite son rythme habituel. Rouge, jaune, vert, l'ordre était de nouveau établi. Alors que Ray rangeait son équipement, son téléphone portable vibra, signalant un SMS de Sandra. « Comment s'est passée l'audience ?» demandait-il. « C'est fini » répondit Ray. « Félicitations » vint la réponse. « Toujours d'accord pour dîner demain ?» demanda Sandra. « Oui » affirma Ray. « J'ai hâte d'y être. » Ray remit alors son téléphone dans sa poche et remonta dans son camion. Le lendemain, il anticipait un dîner avec Sandra Mitchell, une femme qui possédait une compréhension profonde à la fois des périls associés à une confiance mal placée et de la valeur incommensurable d'avoir un individu qui résout les situations problématiques au lieu de les instiguer. Cependant, le présent exigeait son attention. Des feux nécessitaient une maintenance, des systèmes devaient être réparés, et l'ordre devait être rétabli dans un monde oscillant perpétuellement au bord du gouffre. Ray se dirigea vers sa prochaine tâche, un feu piéton qui avait été signalé comme hors service. En arrivant à l'intersection, la source du problème devint immédiatement évidente. L'indicateur de traversée piétonne était éteint, laissant des individus bloqués de part et d'autre de l'artère. Un problème simple, exigeant une résolution simple. Ray descendit de son camion, ouvrit sa boîte à outils et commença son travail.